Merci, merci de l'invitation. Ravi que vous soyez là. Rassurez-vous, donc le match est fini. Peut-être même certains vont nous rejoindre. Donc je m'appelle Gilles Béraud. Je vais essayer d'enlever les lunettes de soleil. Oui, ça tient tout à fait. Je crois qu'on ne va pas avoir le soleil maintenant très très longtemps. Moi, je dirige un cercle de réflexion qui s'appelle la Fondation des Transitions, après avoir dirigé le Comité français pour le développement durable. Mais je m'occupe beaucoup de questions de climat et de Méditerranée, notamment au Maroc avec la COP22, etc. Mais là, ce soir, on est là pour échanger avec Pierre Laroutourou. Probablement, vous avez déjà entendu parler de lui. Bon, il est ingénieur au départ, c'est quelqu'un de sérieux. Il a pris des investissements politiques. Vous avez peut-être entendu parler de la Nouvelle Donne. Et maintenant, depuis quelques temps, il s'intéresse fortement aux questions de climat et surtout de financement du climat. Il a publié un livre avec Jean Jouzel, qui a été vice-président du GIEC, le groupement interministériel des experts pour le climat, il y a déjà quelques années, mais le livre est sorti il y a quelques mois maintenant. Et Pierre met toute son énergie maintenant à les convaincre sur le fait qu'il faut maintenant changer d'échelle. Je crois qu'on a eu la COP 21, il ne faut pas oublier que c'est un immense succès diplomatique. Moi, j'étais très impliqué, je présidais le Grand Palais à ce moment-là. Jusqu'à la veille de la décision de la COP 21, on n'était pas sûr, on doutait. Il y a un pays, vous savez que c'est à l'unanimité ce genre de décision. Il aurait suffi que le Venezuela, par hasard, dise bah non, moi je suis pas d'accord, et on repartait à zéro comme avant quelques années à Copenhague. Donc on a ce traité, il a été décidé de le mettre en application en moins d'un an. Il fallait qu'il y ait 55 pays qui représentent 55% des émissions de carbone du monde. C'est un peu technique, mais c'est la première fois qu'on obtient un accord qui est ratifié en moins d'un an. Alors un accord, ça ne veut pas dire que ça marche. Notamment, l'accord de Paris, c'est un accord, un engagement à 2 degrés. Mais derrière tout ça, c'est aussi des plans d'action. Et les plans d'action qui ont été pris, si on cumule ce qu'ont prévu de faire tous les pays, c'est-à-dire s'ils y arrivent, s'ils tiennent leurs engagements, on n'est pas du tout sur le scénario 2 degrés, on est au moins sur 3 degrés. Alors il y a débat sur le chiffre précis. Et pour vous donner un chiffre, en Méditerranée, même à 2 degrés, on est déjà à plus de 50 cm de montée des eaux. Donc si vous allez dans le bassin du Nil et vous savez qu'il y a 12 millions de personnes qui vivent à moins d'un mètre d'altitude, vous voyez tout de suite que même à 2 degrés, va aussi falloir s'adapter. Donc de toute façon, il y a des changements de comportement à avoir, il y a des changements industriels, des changements d'habitat pour certains. Il faut s'adapter, il faut lutter contre les émissions de carbone, il faut faire tout ça. Il y a énormément d'initiatives qui se prennent partout en Europe, autour de la Méditerranée, partout dans le monde. Le film Demain est un exemple de l'intérêt que ça peut susciter chez les gens. Maintenant, tout ça n'est évidemment pas à l'échelle, parce que les comportements sont ce qu'ils sont. Les émissions de carbone ont repris à la hausse l'année dernière. Et en plus, on a une démographie qui est en train d'exploser au niveau mondial. Donc on voit bien qu'il y a beaucoup de choses à faire. On dit très souvent qu'il y a beaucoup d'argent disponible. Moi, je n'ai pas trouvé que c'était si simple de mobiliser de l'argent sur les questions climatiques. Et en tout cas, je suis ravi que Pierre ait pu prendre cet engagement, faire tout ce travail fédérateur, parce que maintenant, la question, c'est plus de prendre conscience qu'il y a des problèmes. On a de moins en moins de gens qui doutent des problèmes de réchauffement climatique, ça enfin. Les sceptiques, on en a beaucoup moins. Maintenant, en face de nous, on a des aquabonistes. À quoi bon est-ce qu'on va y arriver? Maintenant, la question, c'est comment on va changer d'échelle. Et changer d'échelle, ça veut dire changer fondamentalement la question du financement et mobiliser à très, très, très grande échelle ces questions de financement. Donc, je vais laisser la parole à Pierre, qui va prendre un vrai temps d'explication, parce que ce n'est pas seulement dans les questions-réponses. Je pense que c'est important, Pierre, que tu puisses prendre ce moment-là. Ensuite, je lui poserai quelques questions. Et puis ensuite, ce sera à vous de réagir, de poser des questions. Je me permettrai peut-être d'intervenir parce que je connais la passion de Pierre et malheureusement, on n'a qu'une heure et c'est extrêmement court pour vous expliquer tout ce qu'il va vous expliquer. C'est à toi. Merci Gilles, bonsoir à tous. Merci à l'équipe qui m'a invité ici. Je suis très heureux d'être dans un lieu aussi beau et aussi qui pousse à comprendre qu'on est d'un moment historique. On est à quelques mètres de la Méditerranée, à quelques kilomètres, il y a un autre continent où les questions de dérèglement climatique ont un impact encore plus grave. Je ne suis pas ici pour faire une conférence, je suis ici pour trouver des alliés et qu'on reparte tous avec des bons arguments pour gagner la bataille. Je me demande si vous allez voir quelque chose. Il y a des courbes qui vont être... Oui, vous n'avez pas envie de vous déplacer? Ok. Vous aurez quand même... Si vous changez d'avis dans 5 minutes, il y a des places et c'est le même prix au premier rang. Donc, Gilles vient de dire que maintenant, il fallait passer à l'action, qu'il y a eu un accord, l'accord de Paris, qu'il fallait passer à l'action. Donc, je vais commencer par un petit quiz sur justement l'action.
sachant que l'objectif de la France, c'est de baisser chaque année de 3% les émissions de gaz à effet de serre. L'objectif, Nicolas Hulot a été applaudi par tout le monde il y a un an dans l'Assemblée, quand il a dit que l'objectif, c'est la neutralité carbone. Ah, j'en vois quand même qui se disent qu'on verra mieux. Merci beaucoup. Je me sentirai moins seul au premier rang. Bienvenue. Donc l'objectif de la France et de l'ensemble de l'Europe, c'est 0 émission. Le chiffre est facile à retenir. Si on veut stopper le dérèglement, il faut arriver à avoir 0 émission dans 30 ans. Donc l'objectif, c'est de faire du moins 3%, que nos émissions diminuent chaque année de moins 3%. Tout le monde est d'accord, a priori, en Europe, sur cet objectif. Donc sachant que notre objectif partagé, c'est de faire moins 3% chaque année, quel est, à votre avis, le bilan de l'année dernière qu'on a réalisé réellement en France l'an dernier? On vient d'avoir les chiffres par Eurostat. Est-ce que vous pensez qu'on a fait moins 3%? On est vraiment trop bon. Est-ce que vous pensez qu'on a fait moins 1? Ou est-ce que vous pensez qu'on a fait plus 1? Donc, petit vote indicatif. Qui c'est qui pense qu'on est tip-top dans le scénario? Qui c'est qui pense qu'on a fait moins 3%? Vous n'êtes pas filmé? Une personne, voilà. Merci, bienvenue. Qui c'est qui pense qu'on est moyen, qu'on a fait moins 1%? Et qui c'est qui pense qu'il y a encore un effort et qu'on a fait du plus 1%? Voilà, merci. On a fait plus 3,2. Plus 3,2, c'est-à-dire que c'est juste catastrophique. C'est pas qu'on va un peu lentement, mais on va vraiment dans le bon sens. Non, on va dans exactement le contraire de ce qu'il faudrait faire, et tout le monde s'en fout. On se demande pourquoi Nicolas Hulot et d'autres parfois n'ont pas le moral, mais c'est que quand ces chiffres sortent, il faut être passionné pour être au courant que le bilan est sorti, et j'ai relu 3 fois les chiffres, j'avais peur de me tromper, et tout le monde s'en fout. Il n'y a même pas 3 lignes dans l'IB ou dans Le Monde pour dire qu'on a fait plus 3% sur nos émissions, alors qu'on devrait en faire moins 3. C'est pour vous dire que si je suis là ce soir, s'il y en a qui se forment pour être porte-parole, j'étais avant-hier à Rennes, il y a des étudiants qui se forment et puis des gens de toute génération pour porter notre message, c'est qu'il est urgent, c'est dans les mois qui viennent que ça se joue sans doute, qu'avec Trump, tu as parlé des COP, il y aura bientôt la COP 24 dans 6 mois, on aura tous les chefs d'État qui vont venir avec des tonnes de kérosène brûlée en Pologne pour faire la COP 24, mais on sait très bien qu'avec Trump à la Maison-Blanche, il n'y a rien qui va bouger. Donc nous, notre objectif, c'est que l'Europe prenne le taureau par les cornes et que l'Europe fasse la preuve sur son territoire et avec l'Afrique, un partenariat renouvelé entre l'Europe, le tour de la Méditerranée et l'Afrique, qu'on peut pour de vrai, contrairement à ce que dit Trump, lutter contre le réchauffement climatique et créer massivement des emplois. Donc notre objectif est d'arriver à provoquer un sursaut, ce qui veut dire d'abord que tout le monde doit comprendre la gravité du problème. Donc évidemment, le PowerPoint, vous pourrez le télécharger gratuitement. Le but est qu'on arrive à faire bouger les choses dans nos familles, dans nos réseaux amicaux, dans nos réseaux professionnels. Première courbe, c'est l'évolution de la température moyenne du globe depuis 1880. Pour des gens comme Gilles, c'est une banalité, mais il y a 8 mois, avant de lancer la campagne avec Jean Jouzel et quelques autres, j'étais allé voir quelqu'un, je ne donnerai pas son nom, qui est très haut gradé au Conseil économique et social. Pendant une demi-heure, on a eu une conversation sympa sur plein de sujets. Et puis à un moment, je lui dis, tu sais, je viens te voir parce qu'on va lancer une campagne sur le climat avec Jean Jouzel. Et ce monsieur dit, oh là là, Jouzel, je connais ces théories. Non, c'est bon, Pierre, ça va. Il y a une accalmie sur la question du climat depuis 20 ans. Donc ce monsieur, un monsieur qui compte au Conseil économique et social, un monsieur de bon niveau, qui est ouvert au débat, mais pensait vraiment que Jouzel avait des théories bizarres et que sur la question du climat, en fait, il y avait une accalmie depuis 20 ans. Je ne sais pas si vous voyez la courbe. Donc c'est l'évolution des températures depuis 1880. Voilà l'accalmie. Voilà. Et les 3 dernières années sont les années les plus chaudes qu'on a jamais vues. Et le 2017 aurait dû être une année fraîche parce qu'elle venait après 2016. 2016 était une année El Niño. El Niño, c'est un phénomène qui vient régulièrement et qui fait des années un peu plus chaudes. Mais en principe, après El Niño, il y a une année qui est vraiment fraîche. Donc 2017, d'ailleurs Jean Jouzel m'avait dit qu'on aurait du mal à parler du climat en 2017. Il m'a dit, tu sais, ça va être une année très fraîche, avec très peu d'événements climatiques extraordinaires. Et ça a été l'année la plus chaude jamais vue, à part 2016, avec un nombre d'événements climatiques jamais vus. Donc pour tous ceux qui vous disent qu'il y a une accalmie sur la question des températures, il n'y en a hélas aucune. Alors le problème du réchauffement, vous voyez quelque chose ou pas du tout? Moi je vois, mais je suis le seul? Non. Donc c'est d'abord dans les pays du Sud. C'est d'abord dans les pays du Sud, et c'est pour ça que beaucoup de gens parlent de justice climatique, parce qu'on voit que c'est les plus pauvres qui sont les plus concernés, soit les plus pauvres dans nos pays, soit les pays les plus pauvres, alors que historiquement, c'est eux qui sont les moins responsables. Il ne s'agit pas de se fouetter, hein. Il s'agit juste de dire la vérité. Depuis 2 siècles, avec notre développement économique, avec la révolution industrielle, il n'y a pas photo, c'est l'Europe qui est le premier émetteur en termes de stock. Si on fait le bilan depuis 2 siècles, c'est l'Europe qui a émis le plus de gaz à effet de serre. En Europe, on est plutôt protégé parce qu'on a une surface, on a des échanges avec la mer qui font qu'on est plutôt protégé, alors que l'Afrique, historiquement, a émis
provoqué très très peu d'émissions de gaz à effet de serre, et le continent où ça fait le plus mal aujourd'hui. Donc c'est d'abord dans les pays du Sud, c'est déjà ce que disait Jean-Pierre Raffarin en 2003, quand Jacques Chirac et Jean-Pierre Raffarin, ou en 2002, je ne sais plus, en 2003, avaient accueilli la COP à Paris, et que Raffarin avait parlé d'une responsabilité partagée mais différenciée, en disant c'est une des raisons pour lesquelles il faut financièrement aider beaucoup plus les pays du Sud, c'est que c'est chez eux qu'il y a le plus de souffrance, alors que c'est nous qui sommes les premiers responsables. Un très très beau discours qui n'a pas été suivi des faits, ce n'est pas le seul, mais il avait totalement raison. Donc c'est d'abord dans les pays du Sud qu'on voit les conséquences, mais c'est aussi dans les pays du Nord. Ça c'est une photo en Californie d'un grand barrage qui fait une réserve d'eau potable pour une ville en 2011, avant la sécheresse, et puis 3 ans après, il n'y a quasiment plus d'eau. Voilà. Et je dis ça parce que, y compris en France, on avait un certain Claude Allègre, qui était à l'époque ministre de la Recherche, qui a dit des choses juste horribles, des énormes mensonges. Il a dû avaler son chapeau devant l'Académie des sciences et voter un texte qui condamnait ses propres propos. Mais Claude Allègre expliquait que la question du réchauffement climatique, ça n'était qu'une hypothèse parmi d'autres, qu'on verrait bien dans 50 ans si ça se confirmait, et que de toute façon, les progrès techniques allaient tout régler. Mais qu'il aille voir en Californie, ce n'est pas dans 50 ans, c'est déjà passé, c'est déjà maintenant. Le progrès technologique en Californie, ce n'est pas des imbéciles, ils y sont plutôt bons en matière de nouvelles technologies, mais quand il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'eau. Et les réservoirs sont à sec, et les gens n'ont plus le droit d'arroser le jardin, les paysans n'ont plus le droit d'arroser les cultures. Et ça, c'était en 2014. Mais l'an dernier, juste avant Noël, il y a 300 000 personnes qui ont dû quitter leur maison tellement il y avait des feux de forêt. Quand il y a 6 ans de canicule, 6 ans de sécheresse, les arbres sont morts et n'importe quelle étincelle peut provoquer des incendies de forêt monstrueux. Il y a des milliers d'Américains dont la maison a cramé en quelques heures sous leurs yeux juste avant Noël. Autrefois, les feux de forêt, vous êtes bien placés ici pour savoir, c'était au mois d'août, peut-être fin septembre. Et maintenant, c'est juste avant Noël. Donc il n'y a plus aucun doute, hélas, sur la réalité, la gravité du réchauffement climatique. Comme économiste, on me demande parfois de dire combien ça coûte si on bouge et combien ça coûte si on ne fait rien. Alors, c'est très facile de dire si on ne fait rien, combien ça coûte. Ça, ce sont les sociétés d'assurance qui disent que le nombre d'événements climatiques extraordinaires qui ont des conséquences financières, ça c'est leur nombre, ont déjà quadruplé en 30 ans. Voilà. Et ça sous-estime évidemment la souffrance des gens dans les pays du Sud, où les gens sont très très mal assurés. Mais donc ça, c'est pour les pays où les gens comme vous et moi sont assurés, quand il y a 2 millions d'Allemands qui ont les pieds dans l'eau, la cuisine est fichue, le salon est fichu, donc ils sont assurés. Et donc on arrive à comptabiliser. Et rien que pour l'an dernier, rien qu'aux États-Unis, c'est 307 milliards de dollars dépensés pour les conséquences immédiates, très concrètes du dérèglement climatique. Donc il n'y a plus aucun doute. On est qu'au tout début, si Jean Jouzel était là, il dirait qu'on est qu'au tout début du réchauffement si on ne fait rien. Gilles vient de le rappeler, les scénarios si on ne bouge pas. Mais le nombre d'événements qui ont des conséquences économiques et financières a déjà quadruplé. Alors le dérèglement climatique, ça c'est une photo de l'ouragan Ophélia en septembre dernier. Je ne sais pas si ça fait des très belles images vues du ciel. Quand il y a un ouragan qui se rapproche de l'Europe, c'est magnifique. D'abord, c'est l'occasion de redire qu'un événement en tant que tel n'est la preuve de rien. Il y a toujours eu des ouragans. Il y a toujours eu des sécheresses, il y a toujours eu des inondations. Donc, en tant que tel, un événement ne prouve rien. Mais ce qui prouve quelque chose, c'est leur accumulation, le nombre qui augmente, et la gravité. Par exemple, les ouragans qui ont des vitesses au-delà de 200 km/h, il n'y a plus aucun doute sur le fait que la gravité, le nombre de ces ouragans très très forts et qui ont des conséquences très graves augmente. Donc, vu du ciel, ce sont des événements qui sont très beaux, mais pour les gens qui sont en dessous, je ne sais pas si vous voyez, ça c'est des milliers d'Irlandais dont le toit, la maison a été emporté. Ça c'est un stade, heureusement qu'il était vide, sinon ça aurait été une catastrophe avec des dizaines de personnes sous le vent qui s'effondraient. C'est au Portugal, j'ai parlé des feux de forêt en Californie, mais au Portugal, c'est plus de 100 personnes qui ont... C'était l'été dernier, il faisait beau, on va pique-niquer avec la famille ou avec des copains, l'ambiance est bonne, on se met dans la voiture, on va pique-niquer dans un coin de la forêt, et puis le feu entoure la voiture, entoure la famille, et les pompiers ne sont pas capables de réagir, et plus de 100 personnes qui meurent brûlées vives dans les incendies en Californie, au Portugal. C'est l'Irlande, c'est la Corse avec des sécheresses terribles, c'est la France avec des inondations à répétition. J'étais avant-hier en Bretagne, la ville de Morlaix a été dévastée par les eaux. Beaucoup plus grave encore, c'est la question des réfugiés. On en reparlera tout à l'heure évidemment, et on n'est qu'au début du problème si on n'est pas capable de changer vraiment nos modes de vie. Et puis c'est la fonte du permafrost. Ça permet de commencer à comprendre pourquoi le problème est en train de s'accélérer, de s'aggraver. Le permafrost, ce sont les terres qui sont congelées juste autour du cercle polaire, autour du pôle Nord. Voilà. Donc c'est au nord de l'Alaska, au nord de la Russie, il y a des terres qui sont congelées depuis très longtemps.
Et autrefois, il y a 30 ans, même en été, elle restait congelée. Au maximum, il faisait -3 ou -5. Donc ça restait congelé, c'était très solide. Et le méthane qui est contenu dedans restait prisonnier dans ce permafrost. Et puis maintenant, il y a 2 mois ou 3 mois dans l'année où le permafrost se décongèle. Donc il s'effondre et il relâche une quantité de méthane colossale. Et le méthane, c'est un gaz dont la durée de vie est moins longue que le CO2, mais qui a un pouvoir réchauffant, qui a un pouvoir d'effet de serre beaucoup, beaucoup plus grave que le CO2. Donc on voit comment c'est un des cercles vicieux qui se met en place et qui est très préoccupant, c'est que le réchauffement, la nature était bonne fille jusqu'à maintenant et le permafrost y restait congelé depuis 30, 40, 50 ans, malgré le début du réchauffement, ça ne bougeait pas. Et puis là, il y a un seuil qui est franchi, le permafrost se décongèle, il lâche du méthane et le méthane a un pouvoir accélérateur du réchauffement climatique. Les conséquences, c'est que tout le cycle de l'eau se dérègle. C'est pour ça qu'il vaut mieux parler d'un dérèglement climatique que d'un réchauffement. Parce que si c'était un réchauffement tout tranquille, l'autre jour j'étais dans les Pyrénées pour le mariage d'un neveu, on grelottait tous, et si on nous avait promis qu'on aurait 2 degrés de plus, on signait immédiatement. Donc si c'était un réchauffement tranquillou, qu'on ait juste 2 degrés de plus qu'avant, il n'y a aucun problème. Or, avec juste 1 ou 2 degrés de plus, c'est tout le cycle de l'eau, par exemple, qui se dérègle, avec parfois des sécheresses terribles, à quelques endroits ou à quelques mois d'intervalle, des inondations de plus en plus monstrueuses. Et il ne faut pas croire, on est à l'époque d'Internet et on pense qu'on est à l'abri de tous ces problèmes, on oublie parfois qu'on est des petits mammifères qui sont finalement assez fragiles, mais à cause des inondations, il y a 2 ans, en Ile-de-France, c'était très cool, tous les Parisiens allaient faire des photos, c'était rigolo de voir la Seine qui sortait de son lit, c'était très rigolo pour les citadins, mais pour les paysans qui étaient à 50 km, c'était beaucoup moins rigolo parce que le blé ne se remplissait pas. Où le blé pourrissait. Donc le bilan, c'est que la récolte de blé, il y a 2 ans en France et en Belgique, a perdu 31%. Moins 31% à cause des inondations. Et heureusement que l'Ukraine a fait une très bonne récolte, parce que si l'Ukraine, la même année, avait fait aussi moins 30%, on aurait tous des tickets de rationnement. Ce ne serait pas la famine, mais on aurait des tickets de rationnement pour aller chercher notre pain quotidien ou ce que vous voulez. Donc il ne faut pas croire qu'on est à l'abri de tout ça. Ça veut dire que si la même année, les 2 greniers à blé de l'Europe, Ukraine et France-Belgique, ou si 2 années de suite, la France était touchée par ce genre de problème, eh bien, notre vie quotidienne serait impactée. Je n'ai pas le temps de parler de la biodiversité. Peut-être qu'une autre fois, vous pourrez inviter Gilles Boeuf, qui est un des meilleurs spécialistes de biodiversité. Quand vous le rencontrez, après ça, vous ne dormez plus pendant 2 ou 3 nuits, parce qu'il vous parle de l'effondrement de la biodiversité, qui est monstrueux, qui est pire. Il dit franchement que c'est pire que ce qu'il pensait il y a 10 ans ou 15 ans, que c'est bien, bien pire. Il ne dit pas ça pour noircir le tableau devant des caméras, il dit ça même entre copains. Et il montre très clairement comment le dérèglement climatique accélère encore la crise de la biodiversité, que là aussi, c'est un cercle vicieux qui s'installe. Donc ça, ce que je vous ai dit depuis 5 minutes, c'était ce qui est totalement sûr, ce qu'on a mesuré, vu depuis 30 ans, indiscutable. Maintenant, on commence à voir qu'est-ce qui se passe dans 20 ans ou dans 30 ans si on ne change rien. Météo France nous annonce des canicules dans 30 ans, avec des pics assez réguliers à 55 degrés, 50 degrés, 51 degrés. Donc, si vous avez aimé la canicule de 2003, je vous conseille de rester, tenez bon jusqu'en 2040 parce que vous allez adorer. Donc, ce n'est pas la température moyenne, hein, mais on aura assez souvent, nous dit Météo France, une semaine ou quelques jours, tous les 2 ou 3 ans, on aura des pics de canicule. Là, pour chez vous, ce sera 50 degrés. À Nancy ou à Strasbourg, c'est 55. Et ça, le corps humain, il n'aime pas. Je vous rappelle qu'on est fait pour vivre à 37 degrés. Donc, si on monte à 40 degrés pendant quelques jours, ça va. Mais quand on monte à 50, là, c'est tout à fait différent. Et jeunes et vieux, ça devient beaucoup, beaucoup plus compliqué. Et le directeur de Météo France, le directeur de la recherche, dit qu'on ne comprend pas bien, mais c'est comme un boxeur qui se prend un coup dans la tête, il tombe et puis il se relève. On a tous vu Rocky. Il se reprend un coup, il se relève. Mais le 3e est fatal. Et qu'une canicule, on peut tenir. Une 2e, ça fait mal. Et la 3e, que ce soit pour un corps humain, pour un troupeau de vaches ou pour une forêt, il y a un moment où ce n'est pas linéaire. Il y a un moment où il peut y avoir une mortalité beaucoup plus importante. Ça, c'est pour la France, mais la France sera quand même plutôt épargnée. Et le problème, c'est le reste du monde. Le scénario, si on ne fait rien, le scénario du GIEC, c'est un réchauffement à 4 ou 5 degrés en moyenne. Mais on sait tous que les océans vont moins se réchauffer et que les terres vont plus se réchauffer. Et donc, alors ça, c'est pour plutôt la fin du siècle. Hein. La carte de France était en 2050, ça c'est pour un peu plus tard, heureusement. Mais donc, ça veut dire, par exemple, pour l'Afrique, des problèmes d'accès à l'eau monstrueux, de moins en moins d'eau globalement. Et quand elle arrive, c'est de plus en plus fort. Il y a eu 20 morts au Kenya il y a un mois, il y a eu 20 morts en 24 heures. Ça fait des semaines qu'ils suppliaient le ciel qui tombe un peu d'eau. Et quand l'eau arrive, c'est tellement brutal qu'il y a 20 personnes qui y restent. Mais globalement, moins d'eau,
plus d'évaporation. Après ça, tu dirais mieux que moi que l'Afrique, c'est immense et que ça ne sera pas pareil dans toutes les régions d'Afrique, mais globalement, c'est ça. Et la FAO dit que les prévisions pour les récoltes, c'est entre moins 40 et moins 60%. Et tu as parlé des questions de démographie, donc il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour voir le problème. Si les récoltes baissent de 40 ou 60% alors que la population double, c'est le scénario le plus probable pour dans les 30 ans qui viennent, on voit très bien la souffrance que ça veut dire pour des millions d'hommes, de femmes, d'enfants qui n'auront pas juste la dose alimentaire normale. Donc c'est une souffrance terrible et c'est l'envie de bouger parce qu'on ne va pas rester sur place pour mourir. Donc c'est des mouvements migratoires que... On voit bien que l'Europe est incapable aujourd'hui déjà de gérer humainement et fraternellement des petits mouvements migratoires. Donc, deux derniers trucs avant de passer sur les solutions, sinon il y a de quoi se flinguer. C'est le MIT, un grand laboratoire américain qui rappelle un truc tout simple, mais qu'on oublie parfois à l'époque d'Internet et des nouvelles technologies et tout ça. Le MIT rappelle que le corps humain ne sait pas faire du froid, qu'on n'a pas un petit climatiseur sur nous, et que donc quand il fait trop chaud, on évapore. On boit et on évapore. Et ça marche très bien, sauf si l'air extérieur est en même temps et trop chaud et trop humide. Et si l'air est trop chaud et trop humide, l'évaporation, ça ne marche plus. Et là, on monte en température et c'est insupportable. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'an dernier, l'été dernier, on a vu des images pendant quelques jours dans une partie de la Chine. Il y avait ce genre de canicule très chaud et trop humide. Et c'était l'horreur. On voyait bien que les gens ne pouvaient plus rien faire et qu'ils mendiaient un peu de fraîcheur. Ils allaient se mettre dans l'herbe la nuit pour essayer de trouver un peu de fraîcheur qu'ils ne trouvaient pas. Et donc, quand c'est trop chaud et trop humide, et le jour et la nuit, et le jour et la nuit, c'est juste impossible. Biologiquement, ça ne marche plus. Donc le MIT dit qu'une partie de l'Asie sera inhabitable pendant 2 ou 3 mois dans l'année. Et ça pose un léger problème s'il y a 200, 300 millions de gens qui doivent quitter chez eux où ils sont nés. Donc la question des réfugiés, même s'ils n'ont pas le statut juridique de réfugiés climatiques, l'étude la moins flippante, l'étude la moins inquiétante, la Banque mondiale qui dit qu'il pourrait y avoir 140 millions de réfugiés à l'horizon 2050. Premier point donc sur la gravité, la réalité du réchauffement climatique. Deuxième point sur le fait que, et en fait c'est une bonne nouvelle, 95% du problème vient de nous. Et je dis que c'est une bonne nouvelle parce que comme le problème vient de nous, ça veut dire qu'on peut stopper le problème. Ce n'est pas comme les dinosaures. L'hypothèse la plus probable pour la fin des dinosaures, c'est qu'un météorite qui est arrivé, qui a tout foutu en l'air, ça a provoqué des volcans, donc il n'y a plus de lumière qui arrive, il n'y a plus de quoi manger et les dinosaures s'effondrent. Les pauvres dinosaures, ils n'y pouvaient rien. Ce n'est pas eux qui avaient choisi que le météorite arrive. Voilà. Tandis que là, le météorite, c'est nous. C'est notre action qui est responsable du dérèglement climatique. Et donc, en fait, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que si on change nos modes de vie, on peut arrêter le problème, on peut tuer dans l'œuf le problème. Alors, ça, c'est la courbe du CO2. Je ne sais pas si vous la voyez, c'est la courbe du CO2 depuis 60 ans. Ça montre que tous les Américains ne sont pas comme Trump parce que c'est l'armée américaine et des scientifiques américains qui ont installé ça dans les années 50 en haut d'une montagne à 3000 mètres d'altitude pour être sûr qu'il n'y a aucune pollution, qu'il n'y a aucune usine à proximité. Et ils mesurent toutes les semaines, tous les jours, tous les mois le CO2. Donc le petit zigouzi rouge là, c'est l'évolution annuelle. Quand les feuilles poussent au printemps, ça prend du CO2. Et quand les feuilles tombent 6 mois plus tard et que ça commence à pourrir, ça relâche du CO2. Donc c'est pour ça que vous avez cette petite évolution comme ça. Mais sinon, hélas, l'évolution depuis 60 ans, elle est quand même tragique. On était à un peu moins de 320 ppm, 320 parties par million. Et il y a un mois, on est monté à 411 pour la première fois dans l'histoire de l'humanité. Donc c'est quand même assez flippant de voir cette évolution super rapide. Donc ça, c'est depuis 1958. Ça, je ne sais pas si vous la voyez, c'est depuis 1000 ans. Donc on voit depuis l'an 1000 que c'était stable, à peu près à 275 ppm, c'était stable, c'était stable, c'était stable. Et puis début de la révolution industrielle, et là, ça monte comme ça. Voilà. Et dernière courbe, c'est la même chose depuis 800 000 ans. Donc, parce qu'on étudie les carottes de glace, on est capable de revoir le CO2 qui a été emprisonné. Donc je refais avec le doigt si vous ne le voyez pas bien de loin. Il y avait des variations. Les climato-sceptiques ont raison de dire qu'il y a toujours eu des variations, mais simplement la variation qu'on vit, vous voyez, elle est là. Donc il n'y avait jusque-là, historiquement, depuis 800 000 ans, on n'était monté jamais, jamais, jamais au-dessus de 300 ppm, absolument jamais. Et là, tout d'un coup, on monte à 411 ppm. Ça veut dire que ce qu'on fait depuis 50 ans, c'est un truc énorme, c'est historique. Certains disent qu'on est en train de changer. Il y avait l'ère primaire, l'ère secondaire, l'ère voilà, et que notre activité depuis 50 ans est en train de. Alors dernière remarque sur les climato-sceptiques. Quand les climato-sceptiques vous disent oui, mais il y a toujours eu des alternances. Et il y a déjà eu un réchauffement climatique. Il y a déjà eu effectivement un réchauffement climatique. Mais ce qu'ils oublient de dire, c'est que celui qu'on vit en ce moment va 70 fois plus vite,
70 fois plus vite que le dernier, entre 60 et 70 fois plus vite. Et la dernière fois, on estime qu'il y avait 25 millions d'hominidés à la surface de la planète. Il y avait 25 millions d'hommes et de femmes ou de mammifères évolués qui ressemblaient à ce qu'on est. Donc ça allait très, 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 très lentement. Ça allait très lentement. Ils avaient tout le temps pour bouger. Et il y avait plein de terre pour les accueillir. Tandis que maintenant, le réchauffement va 60 ou 70 fois plus vite et la planète est pleine comme un œuf. Donc dès qu'il y a 10 millions de gens qui veulent bouger, ça provoque des complications, pour être gentil, à côté. Alors, et quand le GIEC dit qu'il y a 96% du réchauffement climatique qui vient des activités humaines, les climato-sceptiques disent « Ah, il manque 4%, ça veut dire qu'il y a encore un doute ». Non, non, il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute sur le réchauffement. Simplement, il y en a à peu près 4% qui ne sont pas dus au CO2 et au méthane, mais qui sont dus au fait que le parcours de la planète Terre autour du Soleil n'est pas tout à fait régulier, que l'axe de rotation n'est pas tout à fait stabilisé. Et donc, c'est ça qui fait qu'il y a régulièrement, historiquement, des petites variations. Mais je le répète, en général, les variations vont 60 fois plus lentement. Donc, ça n'est que 4% du réchauffement qui est dû à des causes naturelles. Et donc, 96% qui est dû à notre activité. Et je le répète, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on peut avoir la main sur le problème. Ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas une météorite qui nous tombe dessus, ce n'est pas un éboulement. C'est nous qui provoquons le réchauffement. Donc, c'est nous qui pouvons décider d'y mettre fin. Dernier point sur cette courbe, on a fait le calcul avec Jean il y a 2 semaines, parce qu'on était auditionné à l'Assemblée. Là, il avait fallu 12 ans pour pour monter de 10 crans. Il avait fallu 12 ans, entre 320 et 330 ppm. Et là, il a fallu seulement 4 ans. Donc ça veut dire que malgré tous les rassemblements internationaux, malgré les travaux du GIEC, malgré tous les scientifiques qui travaillent jour et nuit là-dessus, eh bien, le volume de CO2 augmente 4 fois plus vite que quand on a commencé à le surveiller de façon un peu régulière aux États-Unis il y a 60 ans. Alors, donc, si on a compris que 96% du problème vient de nos émissions de gaz à effet de serre, les GES, les gaz à effet de serre, pardon, il faut se dire d'où viennent ces émissions. Alors, chaque pays, c'est un peu différent. Pour la France, c'est les transports. La première source d'émissions de gaz à effet de serre, c'est les transports. On prend trop souvent la voiture. On mange des aliments qui ont fait des centaines de kilomètres alors que ce serait inutile. On met des camions sur les routes au lieu de les mettre sur des trains. Comme la Suisse, par exemple, vous n'avez pas des milliers de camions sur les autoroutes. Dès qu'un camion arrive, on le met sur un train. C'est super bien organisé, il ne perd pas de temps et c'est beaucoup moins polluant. Donc d'abord les transports, puis l'industrie. L'agriculture, on met trop de produits chimiques, on mange globalement trop de viande et ça produit du CO2 et du méthane. Nos habitats sont très mal isolés, à Marseille comme ailleurs. L'hiver, on met beaucoup trop de chauffage et ça part par les fenêtres ou par et l'été, on met de la climatisation. Donc l'habitat monte comme une des sources d'émissions de gaz à effet de serre, la production d'énergie et puis les déchets. Dernier point d'argumentaire pour dire pourquoi c'est grave et pourquoi il faut provoquer un sursaut aussi possible cette année. Et j'en viens après ça aux solutions. J'ai encore 10 minutes ou un quart d'heure, ça va ? 5 minutes. 5 minutes. Eh bien alors, je ne saurais pas pourquoi c'est grave. Hop, 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 hop. Vous reviendrez l'année prochaine, il faudra me réinviter. Et voilà. Non, donc pardon, je reviens. Hop. Non, on ne le voit pas. Si. Donc la courbe dont parlait Gilles tout à l'heure, c'est ce que dit l'ONU, c'est que ça, c'est les émissions globales de gaz à effet de serre depuis 1970. Ça, la courbe en jaune, c'est si on ne fait rien du tout. Si Trump nous a tous convaincus et qu'on ne fait absolument rien, on va vers un réchauffement à 5 ou 6 degrés. Et le problème, c'est ce que dit l'ONU, et puis Hervé Le Treut et des scientifiques d'ailleurs français qui ont fait le calcul, disent que le problème, c'est que même si on tenait nos engagements, et ce n'est pas du tout le cas, mais si la France, l'Allemagne, le Brésil, les États-Unis tenaient leurs engagements, on irait, le scénario vert, vers un réchauffement à 3, 3,2 ou 3,5 degrés. Donc on ne tient pas nos engagements, mais même si on les tenait, ça n'est pas du tout à la hauteur. Et ce qu'il faut pour limiter à 1,5, c'est une transformation radicale, c'est un changement complet, c'est une métamorphose, dirait Edgar Morin, mais ce n'est pas des petits ajustements à la marge. Donc on est très très loin. Même si on tenait nos engagements, on se ferait plaisir, mais on n'est pas du tout au niveau de ce qu'il faudrait faire. Donc certains sont dans le déni, certains n'ont pas encore compris la gravité du problème, et puis d'autres pensent que c'est tellement énorme qu'on n'y arrivera pas. Et nous, ce qu'on leur dit, c'est qu'il ne faut pas qu'ils aient peur, et que dans nos vies personnelles et dans nos vies collectives, on a déjà été capable de réussir ce genre de challenge, comme on dit, pour faire chic. Quand Jules Ferry décide de l'école pour tous, d'abord, je ne sais pas s'il y a ici des gens de la Ligue de l'enseignement qui rappelleraient que Jules Ferry n'a pas eu le courage tout seul. Il y a eu 1 200 000 Français qui avaient signé la pétition pour demander l'école gratuite, laïque et obligatoire. On l'oublie,
Mais à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas des applis, et ils ont quand même récupéré 1 200 000 pétitions pour demander l'école gratuite, laïque et obligatoire. On voit des images de l'époque, on voit des carrioles qui remontent vers Paris avec des milliers de pétitions pour pousser les députés et les ministres au courage. Mais une fois qu'on avait voté la loi à l'Assemblée, c'est un bazar dans chaque village de France. Dans chaque village, il faut faire l'école des garçons, l'école des filles, la maison des maîtres. On s'engueule, on est en retard, c'est plus compliqué que prévu, mais globalement, en 20 ans, dans un pays qui était beaucoup moins riche qu'aujourd'hui, on a été capable de faire l'école pour tous, et tout le monde a compris que c'était une très bonne chose pour les personnes concernées et pour la collectivité. De même, quand Roosevelt décide de rentrer en guerre après l'attaque des Japonais, on est capable d'une transformation en quelques semaines des comportements et de toute la société américaine. Les Japonais avaient coupé l'approvisionnement en caoutchouc, donc il faut que la moindre parcelle de caoutchouc soit utilisée pour l'effort de guerre. Donc on développe le covoiturage. On est quand même au début des années 40, il n'y avait pas les applis et pourtant on demande aux gens de ne pas prendre chacun leur voiture, de prendre la voiture du voisin pour économiser le caoutchouc. On demande à ce que chaque famille n'utilise pas sa machine à laver le linge, mais qu'on se mette plusieurs familles pour la même machine pour économiser le caoutchouc. On voit que les hommes blancs vont partir au front, vont se préparer pour la guerre, et que donc des gens qui n'avaient jamais travaillé dans les usines, les femmes et les noirs, se mettent à travailler dans les usines et qu'en quelques semaines, ils améliorent la productivité. Donc des trucs qui paraissaient infaisables en quelques semaines ou en quelques mois des États-Unis parce qu'un objectif important se transforme complètement. Dernier exemple d'un chantier colossal qu'on a réussi, c'est quand Kennedy dit qu'on va aller sur la Lune. Il y en a qui pensent qu'il a pris un coup sur la cabesse parce qu'il est au soleil devant 30 000 personnes. Kennedy dit on a décidé d'aller sur la Lune, avant la fin de la décennie on ira sur la Lune. Eh bien c'est du jamais vu, c'est un truc énorme technologiquement, il y a plein de choses qu'on imagine, on ne sait même pas comment on pourrait envisager de le faire. On va créer 400 000 emplois. L'ensemble du pays se retrouve autour de cet objectif. On crée 400 000 emplois et 7 ans plus tard, donc plus vite que prévu, on est capable d'aller sur la Lune. Donc la question est de savoir, aujourd'hui, est-ce que sauver notre planète ou sauver notre humanité, parce que la planète s'en remettra, mais c'est notre humanité qui est en jeu, peut-être que c'est un objectif encore plus important que d'aller sur la Lune et peut-être que ça peut être aussi mobilisateur et massivement créateur d'emplois. On commence les bonnes nouvelles. L'aspect créateur d'emplois, justement, d'un pays où le chômage recommence à augmenter. L'INSEE a dit que le chômage a augmenté de nouveau depuis 4 mois en France, où on a plus de 5 millions de chômeurs. L'ADEME, parmi les gens qui soutiennent notre campagne pour obtenir un traité européen sur le climat, il y a l'Agence pour les économies d'énergie, qui dit que si on met effectivement ces financements sur la table, on va pouvoir créer massivement des emplois dans tous les coins, sur tous les territoires, et qu'on peut créer entre 800 000 et 900 000 emplois rien qu'en France. Je vous dis, ça fait donc 5 ou 6 millions d'emplois en Europe, et encore plus de l'autre côté de la Méditerranée. La question est de savoir comment on le finance. Et c'est là qu'on voit que la solution est sans doute européenne, parce que dans chacun de nos pays, on bute sur le même problème, sur le fait qu'il y a une falaise financière, qu'il y a plein de gens qui se mettent en mouvement, qu'il y a plein de collectivités, qu'il y a plein d'entreprises, qu'il y a plein d'associations qui bougent, mais que partout, pour accélérer, on se heurte à un mur énorme de financement. En Allemagne, c'est le patronat de l'industrie, c'est intéressant, parce que ce n'est pas des réseaux écolos convaincus depuis longtemps, c'est le cœur de l'économie allemande qui a passé 1 an pour travailler sur cette question, qui donne un bouquin de 300 pages à Angela Merkel en disant « c'est une obligation, nous devons réussir la transition, il n'y a pas le choix, nous devons réussir la transition, c'est une opportunité en termes de création d'emplois, d'innovation, de leadership, mais il nous faut 50 milliards chaque année. » Le patronat de l'industrie va voir Mme Merkel et dit pour réussir la transition, il nous faut 50 milliards d'euros chaque année pendant 30 ans. Et Mme Merkel fait gloops parce que 50 milliards chaque année, elle ne sait pas comment les trouver. La semaine suivante, c'est aux Pays-Bas, le pays qui est vraiment concerné, parce que tu parlais de la Méditerranée qui peut monter de 50 cm, mais les Pays-Bas, si l'océan monte de 1 mètre ou 1,50 m, il y a les 2/3 de la population qui est sous l'eau. Donc ça les concerne vraiment. Donc la même semaine, c'est à la une des journaux, il faut isoler 2 millions de maisons d'ici 2030, qui va payer ? Puis la semaine suivante, c'est il y a une énorme digue de 32 km qu'il faut consolider et rehausser, qui va payer ? Donc dans tous nos pays, c'est la même chose. Les problèmes ne sont pas les mêmes au Portugal, en Pologne et en Allemagne ou au Danemark, mais partout, le problème, c'est qui va payer. Globalement, la Cour des comptes européenne, ça fait sérieux, donc c'est pour ça qu'on le cite, même le chiffre est quand même vraiment énorme, mais la Cour des comptes européenne fustige, elle a fait un rapport où elle est très très sévère avec les politiques mises en place en ce moment, et elle dit que si on veut rattraper le retard, il faut chaque année 1100 milliards. 1100 milliards, ça donne un ordre de grandeur de ce qu'on cherche. Donc je vois ici quelques amis avec qui on avait créé le collectif Roosevelt il y a 5 ans ou 6 ans, avec Stéphane Hessel, avec Michel Rocard, puis Nouvelle Donne. Et notre slogan à l'époque avec Michel Rocard et Stéphane Hessel, notre slogan c'était « Pour sauver les banques, on avait mis 1000 milliards sur la table en 2008, il faudrait mettre 1000 milliards pour sauver le climat ».
Et il y a 6 ans, il y en a qui nous disaient « Ouais, super, vous avez raison ». Et puis il y en a qui disaient « Non, mais vous n'y croyez pas, c'est pas sérieux, les Allemands ne voudront pas ». L'argument qui tue toute réflexion, les Allemands ne voudront pas, on pense qu'ils sont tous un peu bornés, un peu étroits d'esprit, ou la Banque centrale ne voudra pas. Et puis, fin 2014, il y a un tabou qui est tombé. Ce qui était impossible une semaine avant devient la réalité. La Banque centrale européenne annonce qu'elle va créer 1 000 milliards d'euros. On raconte dans le bouquin qu'on a fait avec Jean Jouzel comment Merkel s'est fait un peu secouer par Obama, comment Tim Geithner a fait 8 heures d'avion pour aller voir Schäuble dans sa maison de vacances pour avoir une petite discussion entre quatre yeux. Donc finalement, les résistances tombent et la Banque centrale annonce qu'elle va créer 1 000 milliards. On met des mots compliqués pour que les gens se disent je ne dois pas m'en occuper, j'y comprends rien. On appelle ça le quantitative easing. Autrefois, on appelait ça la planche à billets parce que c'était des planches qui tournaient. Maintenant, c'est juste des ordinateurs. Mais c'est très simple, c'est vraiment de la création monétaire. Mario Draghi demande à quelqu'un de son équipe de tous les mois de créer 80 milliards et de les donner aux banques par Internet. Ça part en 1 seconde et les banques peuvent accéder à ces 1 000 milliards. Ça, c'est le quantitative easing régulier. Et en plus, de temps en temps, la BCE fait des TLTRO. Vous voyez, le journal Les Échos, en mars 2017, annonce qu'en une seule journée, la BCE, la Banque centrale, a créé 233 milliards qu'elle a donné à taux négatif aux banques. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui découvrent. Sachez que vous n'êtes pas tout seul. L'autre jour, avec Jean Jouzel, on a fait 1 heure en commun, l'Élysée et Matignon. Et le gars de Matignon, un monsieur très haut placé, l'a arraché des mains parce qu'il n'y croyait pas. Voilà. Aucun de nous n'arrive à suivre toute l'actualité, mais ce monsieur passe des nuits blanches pour trouver 100 millions par-ci, 100 millions par-là. Et tout d'un coup, ce monsieur très haut placé à Matignon découvrait qu'il y a eu au total 2 500 milliards. Donc on a fait le total. On a enlevé ce que les banques ont remboursé. J'ai vraiment fini dans 5 minutes. Mais, même 5 minutes, c'est beaucoup parce que ça nous enlève du temps de... Il nous reste à peine un quart d'heure pour les échanges. Alors, donc, globalement, on peut montrer qu'il y a eu 2 500 milliards créés, dont 11% est allé dans l'économie réelle, 11% seulement, et 89% va à la spéculation. Et le FMI nous dit qu'on n'a jamais vu un tel niveau de spéculation. Et le FMI nous dit qu'on peut avoir n'importe quand une nouvelle crise financière qui va faire des dégâts 10 fois plus importants qu'il y a 10 ans. Voilà. Donc ça pose quand même un problème philosophique, spirituel, existentiel, avant d'être technique. On nous a appris à l'école qu'on était des homo sapiens sapiens, la branche la plus évoluée des primates, un cerveau fabuleux. Mais parfois, on se demande si on est vraiment des sapiens sapiens ou des débilus débilus, parce que le FMI nous dit qu'on va vers une crise 10 fois plus grave que 2008. Le GIEC nous dit qu'on n'a plus que quelques années pour changer de modèle, sinon on va vers un chaos climatique. Et on est incapable de réagir. On est comme des lapins qui voient le camion arriver et on sait qu'on va se prendre la crise financière et qu'on va se prendre le chaos climatique et on ne réagit pas. Donc nous, notre but, c'est que cette année, puisqu'Angela Merkel et Emmanuel Macron ont redit la semaine dernière, Merkel et Macron ont redit que c'était cette année, le 13 et le 14 décembre à Bruxelles, qu'on doit décider de l'avenir de l'Europe et qu'on doit décider s'il y a ou pas des nouveaux traités. On veut qu'il y ait un traité européen qui dise que la création monétaire, elle ne va pas n'importe où, elle va financer des créations d'emplois, elle va financer la sauvegarde du climat. Donc chaque pays aurait un droit de tirage. C'est Nicolas Stern, le grand économiste anglais, qui dit que si on veut rattraper le retard, il faudrait que chaque pays ait un droit de tirage à peu près de 2% du PIB. C'est-à-dire que la France ferait chaque année 45 milliards à taux zéro, l'Allemagne chaque année 60 milliards, ça changerait tout. Et un ami, enfin quelqu'un qui n'est pas un ami, mais il y a 2 mois, j'étais au siège de la BEI avec un des grands chefs de la BCE à Bruxelles. Je marchais sur des œufs, j'avais mis mon plus beau costume et j'étais quand même très prudent. Et au bout de 3 heures, un des grands banquiers qui était là m'a donné sa carte. On s'est revus à Paris, il commence à me tutoyer. Il me dit si tu veux, je viens avec toi à l'Élysée pour convaincre les chefs. Et il me dit souviens-toi, quand le mur de Berlin est tombé, il a suffi de 6 mois pour que Mitterrand et Helmut Kohl décident de faire une banque, de créer une banque pour financer la transition. Donc aujourd'hui, si on veut créer une banque du climat, il me dit il n'y a aucun problème, on pourrait faire une banque. On ne touche pas à la BCE, parce qu'on nous dit que sinon les Allemands, certains Allemands l'auront disjoncté pour le coup. Mais donc on ne touche pas à la BCE, mais à partir de la BEI qui est juste à côté, soit on transforme la BEI, soit on fait une filiale à 100% de la BEI qui sera centrée à 100% sur la question du climat. C'est faisable en 6 mois. Avant que Gilles me coupe la parole, pour vous la laisser, il a raison. Le deuxième volet du traité, c'est qu'on veut un vrai budget. C'est très bien des financements à taux zéro, c'est très bien de mettre la création monétaire au service de l'emploi et du climat, mais il faut aussi de l'argent qu'on peut consommer. Quand on a créé l'école pour tous, on n'a pas dit aux parents de faire des prêts à taux zéro, on leur a dit que l'école serait gratuite. Donc on veut un budget de 100 milliards chaque année pour le climat. Quand Emmanuel Macron dit qu'il veut un budget de plusieurs centaines de milliards chaque année au niveau européen, nous on dit chiche, il faut 100 milliards pour le climat.
En gros, 40 milliards pour l'Afrique et la Méditerranée, d'argent qu'on peut donner. On va pas pour faire n'importe quoi, mais 40 milliards qui peuvent être consommés chaque année, 10 milliards pour la recherche et l'innovation et 50 milliards pour financer la transition sur le territoire européen. Comment financer, c'est comment trouver 100 milliards chaque année sans augmenter les impôts sur monsieur et madame tout le monde. On pense que la meilleure solution, c'est de lutter contre le dumping fiscal européen. Depuis que l'Angleterre est rentrée, c'est chaque pays qui baisse son impôt sur les bénéfices parce que le voisin fait pareil. Et le journal Ouest France a fait une courbe l'autre jour assez impressionnante. On voit qu'en Europe, le taux d'impôt sur les bénéfices est tombé à 19%, tandis qu'aux États-Unis, de Roosevelt jusqu'à Trump, il était à 38%. Donc c'est quand même le monde à l'envers de se dire que les États-Unis taxent les bénéfices 2 fois plus que nous. Et même avec Trump, il est tombé à 24%. Donc on propose un impôt de 5%, non pas sur tout le monde, mais juste sur les actionnaires. Ce sera la contribution des actionnaires, un impôt de 5% sur les bénéfices, et ça rapporterait 100 milliards chaque année. Et ça permettrait de diviser par 2 la facture, et je m'arrête là, ça permettrait de diviser par 2 la facture si on a effectivement en même temps des prêts à taux zéro et de l'argent qu'on peut consommer. Ça veut dire qu'on pourra dire que chacun de nous il faut isoler tous les bâtiments, publics et privés, que d'ici 20 ans, il faut isoler tous les bâtiments, mais que la collectivité, la France et l'Europe paieront la moitié de la facture. Donc chacun de nous aura un chèque qui lui permettra de diviser par 2 la facture s'il doit faire des travaux chez lui ou chez elle, et le reste, on le finance par des prêts à taux zéro. Et comme on va faire des économies réellement sur nos dépenses de chauffage ou sur nos dépenses de climatisation, on remboursera tranquillou pendant 10, 15 ou 20 ans le prêt à taux zéro. Voilà, je finirai là-dessus en disant que si on a ces financements, il y a des secteurs où on va détruire de l'emploi, il y aura moins de chauffeurs routiers, il y aura moins de gens qui vont travailler dans l'industrie du charbon, mais on va créer massivement des emplois à proximité et le bilan, rien qu'en France, est entre 6 000 et 900 000 emplois. Je m'arrête et la suite, je vous le montrerai dans le débat, j'essaierai de caser la suite dans le débat. Merci. Merci beaucoup. Je crois que je ne vais pas poser de questions particulières à Pierre. Je pense que c'est intéressant que c'est vous qui preniez la parole. Ce que je vous propose, c'est de ne pas revenir trop sur la première partie. Je pense que Pierre était assez complet pour expliquer ce qui est en train de se passer en termes de climat, mais peut-être vraiment plus sur la question des solutions, sur ce qu'on peut faire. Et je partage un enthousiasme avec lui qui est qu'effectivement, il faut lutter contre des sceptiques, etc. Mais il faut surtout comprendre que c'est possible, on peut y arriver. Donc, et la démonstration, je crois, le message le plus fort de Pierre, c'est qu'il y a la possibilité de faire des choses, il y a cette question financière. Évidemment, il n'a pas détaillé tout ce qui se passe derrière, mais il y a des solutions technologiques, des solutions de comportement, et il y a une envie de faire. Et je crois que c'est vraiment ce message optimiste ce soir qui est le plus important. Maintenant, il y a encore un peu de travail pour convaincre de mettre ces 100 milliards par an, sachant que probablement on se rendra compte en faisant que c'est un petit peu plus, mais à partir du moment où on crée de l'activité, de l'emploi, etc., les questions de financement se joueront forcément différemment. La question, c'est comment engager les choses. Alors, qui c'est qui veut réagir, prendre la parole? Alors, on a une seule règle, on a un quart d'heure, c'est pas beaucoup. Donc, si vous pouvez être très, très, très court, ce serait sympathique. Ça vous éviterait de vous couper la parole. J'ai aucune envie de le faire a priori. Allez-y, monsieur. Oui, je serai très court. Finalement, j'aimerais que vous continuiez justement sur les solutions. Qu'est-ce qu'on fait de ces 100 milliards? Alors, vous avez dit on isole mieux, mais il y a sûrement des tas d'autres choses à faire. Et c'est cela qui est intéressant, parce que 100 milliards, c'est bien. Mais encore faut-il savoir comment on les dépense et quel est ce fameux chantier qui est... Alors, c'est ma deuxième peut-être question. Vous parlez du chantier européen et du chantier mondial, en quelque sorte, puisqu'il y a 40 milliards qui vont ailleurs. Donc, comment est-ce qu'on gère ce problème à un niveau extra-européen ou, disons, mondial? Alors, donc, première question. Je sais que... Oui, on va prendre 2 ou 3 questions. Peut-être pour compléter, d'ailleurs, cette question, ce serait intéressant que tu complètes quel est ce financement-là par rapport à plein d'autres financements qui existent, dont le fonds vert dont on a beaucoup parlé, et qui a été quand même la grande victoire de Copenhague, qui n'a pas été qu'un échec, ça a été aussi la création du fonds vert. Alors, est-ce que quelqu'un... On va prendre 2 ou 3 questions. Bon. Alors, tu vas répondre à la... Ah, si, j'en vois une au fond là-bas. Allez-y, madame. Ah non, attendez le micro, parce qu'avec le vent, on ne va pas entendre grand-chose. Est-ce que cet argent est propre à convaincre non seulement les climato-sceptiques, mais les eurosceptiques? Alors, donc l'articulation dans le projet européen, et d'ailleurs, si vous regardez les 4 grands projets européens actuels,
il ne se réfère que très peu aux questions climatiques et encore moins aux questions de développement durable. Il y a d'ailleurs au niveau international une coalition d'ONG qui est en train de travailler sur la proposition d'un 5e scénario pour l'Europe qui intègre pleinement ces objectifs de développement durable. Mais peut-être tu peux répondre déjà sur ces 2 questions. Alors, sur qu'est-ce qu'on fait de l'argent qui arrive, donc, il faut faire l'objectif. Quand on dit que l'objectif, c'est 0 émission dans 30 ans, ça veut dire que 100%, il y a l'autre chiffre qui est complémentaire, ça veut dire que 100% des bâtiments doivent être revus, 100% de la chaîne alimentaire, 100% des transports, 100% de nos modes de vie, c'est-à-dire des ordinateurs. Est-ce qu'on est capable d'inventer des ordinateurs qui consomment moins? Donc, quelques zooms sur le plus facile, mais c'est un énorme chantier, c'est un énorme bazar, c'est d'isoler effectivement tous les bâtiments, rue par rue, quartier par quartier. Ça peut créer des dynamiques citoyennes. Les problèmes, il y aura des choses faciles à faire dans des bâtiments classiques ou assez modernes, des choses plus compliquées. Il y a des moments où on va se dire, est-ce qu'il vaut mieux rénover ou détruire un immeuble qui est trop vieux? Si on reconstruit, est-ce qu'on construit avec du béton ou est-ce qu'on construit en bois? Si vous lisez notre bouquin, ça finit par quelques pages qui montrent que c'est juste surréaliste de continuer à construire en béton. Quand on fait du béton et de la ferraille, ça produit un volume de CO2 qui est monstrueux, alors que quand on construit en bois, et maintenant on sait construire, y compris des immeubles de 8 ou 9 étages, pas seulement une ossature en bois, mais totalement en bois, et ça marche, et c'est solide, et c'est beau, et c'est confortable. Au lieu de provoquer des tonnes d'émissions de CO2, ça stocke le bois. On sait tous que c'est un arbre qui grandit, il absorbe du CO2 et il va le stocker pendant un siècle. Donc c'est un énorme chantier, on sait en gros ce qu'il faut faire, il y a encore besoin d'un peu de recherche. Mais un problème plus compliqué, c'est la question des transports. Ça touche à nos modes, à nos changements perso. Est-ce que j'ai besoin de prendre la voiture quand je me rends compte le dîner arrive et qu'il manque du pain pour la petite famille? Est-ce que je ne peux pas y aller à pied ou y aller en vélo? Donc il y a une bonne partie de notre consommation, de notre production de CO2 dans les transports qui vient de déplacements de moins de 2 km et qu'on devrait faire à pied ou en vélo, et c'est bien meilleur pour la santé. Après ça, comment on développe pour de vrai les transports en commun dans un bon nombre d'endroits? Comment est-ce qu'on développe un covoiturage efficace? Et puis il y aura encore besoin, comment on limite très fortement l'utilisation de l'avion? C'est quand même monstrueux de voir quand vous voulez faire Paris-Madrid, maintenant c'est moins cher d'y aller en avion que d'y aller en train. Donc c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus cool et c'est moins cher. Même à Marseille-Paris. Même Marseille-Paris, je rappelle que je suis venu en train quand même, ça me paraît une évidence. Voilà. Non mais donc il faut ça va aussi avec l'idée de donner ce qu'on dit en message techno, un signal prix. Donc je pense que dans le traité européen, il faudrait dire aussi qu'on augmente le prix du carbone. Donc c'est en même temps la carotte et le bâton. C'est-à-dire que la carotte, c'est qu'on va aider les gens, il y aura des compétences disponibles, il y aura des financements disponibles pour faire les travaux d'isolation, pour changer les modes de transport, pour aider les agriculteurs à changer de pratique, pour avoir une agriculture qui stocke le CO2 au lieu d'émettre du CO2. Il y a déjà plein d'agriculteurs qui évoluent là-dessus, mais ils ont besoin d'aide et d'aide pérenne. C'est une des raisons pour lesquelles on veut un traité européen, c'est que les aides soient pérennes et que les règles du jeu ne changent pas pendant 20 ans ou 30 ans. Aujourd'hui, c'est un truc qui décourage tous les acteurs, c'est le fait que les règles changent tous les 6 mois. Cette année, il y a des aides. Si vous voulez changer les fenêtres de votre maison, vous aurez des primes. L'an dernier, il y avait des primes pour changer la porte. Et puis l'année prochaine, on va vous dire que le plus important, c'est que la chaleur monte et que donc il faut d'abord isoler le grenier. Donc les règles du jeu changent tous les ans. En matière agricole, les règles ont changé 3 fois depuis 2 ans pour les agriculteurs qui veulent mettre moins de pesticides. Au début, pendant 2 ou 3 ans, ils ont besoin d'une aide financière parce qu'au début, c'est moins rentable. Au bout de 3 ou 4 ans, ça redevient rentable parce que la terre a repris sa vie et arrive à produire autant avec moins de produits chimiques. Et les règles du jeu changent régulièrement. Donc c'est pour ça qu'on veut un traité européen, que les gens puissent se mettre en mouvement, qu'on puisse former, parce que le problème des compétences est le plus compliqué, ce sont les compétences disponibles. Une fois qu'on montrera qu'il y a des financements, mais là c'est un cercle vicieux. Comme il n'y a pas de financement, c'est pas la peine de former les gens. Et quelle est la gouvernance? Là, tu as dit tout à l'heure, il y a un montant par pays. Est-ce que tu envisages que chaque pays reconfie à chaque région ou une partie pour l'industrie, une partie aux collectivités, une partie comment? Est-ce que tu vois, toi, une règle qui permettrait de faciliter tout ça? On n'y a pas encore vraiment complètement réfléchi. Ce qu'on sait que dans le premier plan Marshall qui avait aidé l'Europe à se reconstruire, il y avait 146 projets qui étaient estampillés plan Marshall, qui avaient droit à des financements. Il y a 80%, c'est l'argent qui était donné. Donc tout le monde n'avait pas droit à ces financements, mais il y avait une autorité dans chaque pays. Comme le fonds vert, quoi. En gros, oui. Et donc, il faut qu'on dise effectivement qu'il y ait des gens dont c'est le métier, qu'il y ait sans doute au niveau de l'Assemblée nationale et dans les régions, un mélange d'élus et de citoyens, sachant que les élus sont aussi des citoyens, qui puissent dire ça, c'est un projet intéressant, ça, par contre, vous ne nous avez pas convaincu, là, dans cette PME qui innove, on a besoin de fonds propres, là, c'est des prêts à taux zéro, là, c'est du... Et puis, la règle générale que je vous ai montrée sur le fait qu'on divise par 2 la facture, quand on travaille avec la Fondation Abbé Pierre, on se dit que pour les personnes en situation de grande précarité, il faudra sans doute qu'on soit plus généreux dans les financements. Donc, ce que je vous ai expliqué en une demi-heure, c'était déjà peut-être long, mais évidemment, on va rentrer beaucoup plus dans
mais le détail. c'est évidemment trop court. Mais parce que la question qui se pose aussi, c'est la question de l'entrée de produits. L'Europe a acheté pour à peu près 200 milliards de produits d'énergie renouvelable à la Chine dans les 10 dernières années. Qui sont des produits alors qui vont servir éventuellement à faire pas éventuellement, qui vont servir à faire des énergies renouvelables, sauf que c'est pas des produits qui en l'occurrence sont éco-conçus, c'est pas des produits qui respectent des règles sociales. Donc pour utiliser un terme un peu économique, il y a un peu un dumping d'entrée. Si on met beaucoup d'argent pour transformer, est-ce que ça veut dire aussi qu'on est capable par exemple de fermer les frontières, voire aussi de trouver une taxe qui permettrait de financer, ou vous n'êtes pas du tout dans cette réflexion-là? Quand on dit qu'on met quand on dit qu'on met un prix du carbone qui augmente, il y a aussi la réflexion sur une taxe carbone à la frontière. Et quand le patronat de l'industrie allemande dit qu'il faut foncer vers la transition, c'est aussi une question de leadership économique. On s'est laissé doubler par les Chinois dans certains domaines. L'Europe a été capable de faire Airbus et Ariane. Est-ce que la voiture de l'avenir, est-ce que c'est l'Europe qui va la faire? Je répète que la plupart des transports, on devrait les faire à pied ou en vélo, ou en transport en commun, mais il y a toujours des moments où on a quand même besoin de mobilité personnelle. Est-ce que cette mobilité personnelle, est-ce que ça va être une petite voiture qui ira sans doute moins vite, qui sera moins lourde et qui va consommer beaucoup moins? Peut-être avec des énergies renouvelables, du gaz renouvelable ou de l'électricité renouvelable. Mais donc il y a des gens qui travaillent, mais est-ce qu'on se donne les moyens d'être vraiment, de faire un saut? Quand on a lancé Ariane, ça fait 15 ans qu'il y avait des chercheurs qui travaillaient sur Ariane. Les premières fusées Ariane, elles avaient explosé, elles étaient tombées, mais on ne s'est pas découragé, on a fait le meilleur lanceur. L'Europe a été capable de faire le meilleur lanceur. Est-ce qu'on est capable de se dire que la question du climat, elle est fondamentale et que dans une logique de coopération, mais on veut vraiment avancer, et tant mieux si l'Europe, au lieu d'importer des panneaux photovoltaïques, est capable aussi d'avancer technologiquement dans ces domaines. Ça veut dire que la logique serait de hiérarchiser les choses, de considérer que si on ne règle pas la question climatique, on ne règle rien. Donc on met le paquet sur la question climatique, quitte à laisser tomber d'autres priorités européennes. Non, justement, l'intérêt, c'est qu'on va... Pour les amis d'Emmanuel Macron seront contents, on va faire du en même temps. En même temps, l'intérêt, c'est qu'au lieu de... On va dégonfler la spéculation, puisque au lieu que la création monétaire aille, je le répète, à 4... Là, ça fait 1000 milliards chaque année qui ont été créés depuis 3 ans. 1000 milliards, c'est quand même colossal. Hein. S'il y a des élus locaux ici, ils doivent s'arracher les cheveux, parce que dans chaque village, dans chaque mairie, on s'engueule pour trouver 100 000 euros en ce moment, et on découvre qu'il y a eu 1000 milliards créés, et que non seulement cet argent existe, mais qui va à la spéculation, et que le FMI nous dit que ça va faire très très mal. Maintenant, c'est tous les mois. Autant en 2005, on n'était pas très nombreux à annoncer la crise qui venait, mais maintenant, c'est tous les mois que le FMI ou la Banque mondiale ou l'IIF, qui regroupe 600 banques, nous disent « vous jouez avec le feu ». Donc, on est vraiment stupide si on... Voilà. Donc, on peut faire en même temps mettre le paquet sur la question du climat et en même temps avoir une autre PAC, parce qu'il y a la question du CO2, il y a la question de la biodiversité, mais il faut aussi améliorer le revenu des paysans. Je pense qu'on est assez nombreux, avec assez de cerveaux disponibles, pour réfléchir en même temps à ces problèmes. Et sur la question du fonds, est-ce que ça peut réconcilier certains eurosceptiques avec l'Europe? Peut-être que oui. Là, par exemple, quand il y a eu le vote des Italiens il y a 3 semaines ou un mois maintenant, quand on voit un parti néo-nazi qui arrive au pouvoir et le mouvement 5 étoiles où il y a en même temps des gens bien et puis des gens très 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 bizarres, la première truc de Merkel, c'est de dire il faut parler avec les dirigeants italiens pour voir comment on peut créer des emplois partout en Italie. La question du chômage et de la précarité, c'est quand même monstrueux. Même la Banque centrale, c'est pour vous dire que ce n'est pas une officine de la gauche, de la gauche, de la gauche. Même la BCE qui se pose des questions. Parce qu'autrefois, on expliquait que quand on met de l'argent sur la table, ça relance l'économie et donc les gens peuvent demander des augmentations de salaire et donc ça fait remonter l'inflation. Ce qu'on appelait la courbe de Phillips ou d'autres trucs. Et la BCE, qui se dit qu'elle a mis 2500 milliards sur la table, se dit comment se fait-il qu'il n'y ait aucune pression à la hausse sur les salaires? Donc la BCE demande à des gens très sérieux de mieux comprendre le marché du travail en Europe. Et la conclusion, c'est que le chômage et la pauvreté et la précarité de haut niveau concernent 21% des gens. C'est la BCE qui dit que finalement, on nous dit qu'il y a seulement que les chiffres officiels, c'est en zone euro, c'est qu'il y a 8,3% de chômage, 8,3%. Mais si on tient compte de tous ceux qui tombent en fin de droit, je vous rappelle, en France, quelqu'un qui est au chômage, au bout de 2 ans, s'il n'a rien trouvé, il n'est plus compté comme chômeur parce qu'il tombe un cran plus bas, il est en fin de droit. Si on tient compte des chômeurs découragés, si on tient compte de ceux et celles qui ont 8 heures ou 15 heures par semaine, donc ils ne sont pas au chômage, mais on n'arrive pas à vivre comme ça, la BCE dit que finalement, c'est 21% des Européens qui sont concernés par le chômage et la très grande précarité. Donc, et ça veut dire aussi que ce qu'on fait avec ce levier, cette question est fondamentale, la question du climat est fondamentale, mais même si on crée 800 000 emplois en France, il resterait encore plus de 3 millions de chômeurs. Donc ça n'épuise pas la réflexion sur comment créer des emplois, même sans croissance. 2 questions et on conclut. Madame au fond et Madame devant après.
Moi, j'avais une question qui était par rapport à un moment donné, vous avez dit qu'une des solutions serait d'augmenter les impôts pour les actionnaires. On se souvient, il y a quelques années, Attac qui parlait d'une taxe Tobin, qui parlait de taxer les flux financiers. J'ai l'impression que quand on est dans ces endroits-là, il y a des résistances à l'UP qui sont quand même extrêmement fortes. Pourtant, dans vos solutions, on a là quand même une solution assez forte. Mais quelle stratégie vraiment peut-on avoir pour pouvoir aller à cet endroit-là de la spéculation, quelque chose de concerté, mondial, je ne sais pas où, mais qui pourrait vraiment avancer là-dessus, parce que là, je me sens découragée d'avance et je crois que je ne suis pas la seule. Voilà, alors Madame au premier rang et Pierre, tu pourras répondre et on va conclure en même temps. C'était pratiquement la même question que la dame. Là aussi, l'énormité de ces, à chaque fois 1000 milliards, donc 90% je crois va à la spéculation. Pourtant, ayant été militante Attac et toujours sympathisante Attac, là je tombe sur le derrière. Est-ce que c'est pas des choses, est-ce qu'il ne faudrait pas trouver des façons d'expliquer ça à tous les peuples d'Europe, de trouver, alors je sais pas, moi, par le net, par je sais pas quoi, par les journaux, et de dire c'est là vraiment quel grand scandale, et excusez-moi, mais de faire lever les gens. Parce que c'est vraiment, ça, à ce point, moi, bon, ces 2-3 dernières années, j'ai peut-être moins branché, mais c'est vrai que je pense à l'Italie, où je vais maintenant les 3/4 du temps, toutes ces banques qui ont pris de l'argent qui risquent de se casser la gueule, avec Deutsche Bank et compagnie. Est-ce que c'est, puisque le nerf de la guerre, c'est l'argent, et que Pierre nous disait, et je viens ici aussi pour trouver des partenaires, pour savoir comment trouver de l'argent, mais ça, je pense qu'il y a très peu de gens qui en sont conscients à ce point. Et ça, il faut vraiment le dénoncer. Et tu as 60 secondes. Super, merci. Donc d'abord, est-ce qu'on a des chances d'aboutir? Je crois que la question du climat, elle est devenue assez grave pour que des gens très différents se mettent en mouvement. Quand Laurence Parisot m'appelle, elle commence par me dire « Vous ne m'avez jamais convaincu sur vos idées en matière de travail. J'aimais bien Michel Rocard, mais Michel Rocard et vous, sur le temps de travail, vous ne m'avez jamais convaincu. Mais sur le climat, vous m'avez convaincu, je viens avec vous. » Quand Jean-Pierre Raffarin signe, on a fait un événement le 15 mars à l'UNESCO. On avait en même temps Laurence Parisot et le patron des syndicats européens, Rudy Deleuve, qui était venu depuis Bruxelles. C'est rare que Laurence Parisot et Rudy Deleuve soient d'accord. On avait en même temps un évêque que le pape François, on avait quelqu'un qui venait du Vatican et quelqu'un du Grand Orient de France. Ce n'est pas tous les jours que les francs-maçons et les... Voilà, alléluia. Voilà. Non, pardon. Voilà, après ça, on est dans un pays démocratique. Pour le moment, ça fait juste 6 mois qu'on a lancé la campagne. On trouve beaucoup de gens très différents qui veulent nous aider parce que la question du climat les empêche de dormir la nuit, pour de vrai. Après ça, l'autre jour, quelqu'un m'a dit que ma courbe était débile et qu'il n'avait pas voté pour Emmanuel Macron pour qu'on crée un impôt sur les bénéfices. Je lui ai dit, mais alors vous demanderez à Emmanuel Macron, quand il promet un budget de plusieurs centaines de milliards au niveau européen, comment il le finance? Ça veut dire sinon qu'on promet du rêve si on n'est pas capable de dire il y aura une nouvelle ambition pour l'Europe, il y aura un nouveau budget. Donc ce monsieur a quitté la salle parce qu'il était un peu énervé de le mettre face à ces contradictions. Mais je ne vais pas vous faire croire qu'on a 100% des gens avec nous, mais l'intérêt en démocratie, c'est qu'on a seulement besoin de 51 ou de 60% en respectant les droits des autres. Et on peut les convaincre. Je finirai en disant que donc on rassemble très largement, que oui, ça peut convaincre les eurosceptiques, que les gens en Italie qui n'en peuvent plus de l'Europe, ils ont de bonnes raisons d'être déçus par l'Europe. Ça fait déjà... Moi, j'étais dans les clubs de Jacques Delors au moment du référendum en 92, et déjà, Jacques Delors nous disait il faut voter oui, même si le traité n'est pas bon, et on se remettra au boulot sur l'Europe sociale après. En 2005, le dernier débat à la télé, c'était Jacques Delors face à José Bové, et José Bové avait montré la courbe du dumping fiscal. C'est moi qui lui avais donné 1 heure avant. Et donc, devant Christine O'Krent, il y a José Bové qui explique qu'il vote non à cette Europe parce qu'elle continue le dumping. Et Jacques Delors qui dit José a raison, créer un impôt européen pour lutter contre le dumping, c'est le prochain combat des Européens du oui et du non. Voilà. Et Juncker approuve de la tête. On était en 2005, et José Bové, Jacques Delors et Juncker étaient d'accord pour dire que le prochain combat, c'était de créer un impôt européen sur les bénéfices. Et on est 13 ans plus tard et le dumping continue. Donc je pense qu'il est normal que des gens en aient marre et ne croient plus à l'Europe. Même Michel Rocard, le bouquin que j'ai fait avec Michel Rocard il y a 5 ans, Michel voulait enlever le chapitre sur l'Europe en disant plus personne ne peut y croire. Donc même un grand Européen comme Rocard n'y croyait plus tellement on a accumulé les bêtises, pour être poli, puisqu'on est enregistré. Mais ce n'est pas une raison pour se résigner, sinon on va vers le chaos. On voit bien que Trump veut fracturer tout ce qui peut être foutu en l'air, et que raison de plus pour que l'Europe retrouve son unité et retrouve un sens, un truc qui parle à tout le monde. Je finirai sur les questions de stratégie. Quand je dis que je viens pour chercher des alliés, qu'avec Jean Jouzel, avec d'autres, on fait le tour de France et d'Europe pour trouver des alliés, c'est que les 6 mois qui viennent sont fondamentaux. Il y aura
le 8 octobre, le rapport du GIEC. Donc ça veut dire qu'à l'automne, il faut vraiment qu'on soit très nombreux. Il y a un comité local qui s'est créé à Marseille et on vous demande au moins pendant quelques mois de nous rejoindre. Il y a déjà une quarantaine de départements. Quel est le site internet où on peut laisser J'y l'adresse? viens dans 30 secondes. Si j'ai encore 40 secondes, je m'en dis 40 30. secondes. Donc le 8 octobre, il y a le rapport du GIEC. Est-ce qu'on peut ou pas limiter le réchauffement à 1,5 degré? Le 30 octobre, il y a le rapport de l'ONU qui va de nouveau être à la une des journaux. La COP24, tout le monde va parler de la COP24 et ça sera un échec. Et puis c'est le sommet des chefs d'État à Bruxelles le 13 et le 14 décembre qui doit décider de l'avenir de l'Europe. On est en train de rédiger le traité avec des gens de top niveau, Olivier de Schutter, qui est un des plus grands juristes européens, Miguel Moratinos, qui était l'ancien ministre des Affaires étrangères espagnol. Des gens de top niveau sont en train de rédiger le traité. Donc on pourra montrer que le traité existe, qu'ils n'ont plus aucune excuse. Et notre objectif, c'est qu'un maximum de réseaux, les gens d'Alternativa, les gens de FNE, c'est quand même 3500 associations. On a commencé, ça y est, depuis 15 jours, à avoir un comité de pilotage de tous ces réseaux pour dire maintenant, il faut qu'on arrive à trouver... On parle souvent du plafond de verre qui empêche les femmes ou les noirs de progresser dans les entreprises, mais pour faire péter un plafond, ce n'est pas en appuyant un tout petit peu n'importe où. Il faut qu'on se concentre sur un objectif qui fera levier. Et je pense que ce traité peut être un objectif qui rassemble tout le monde, en tout cas beaucoup de gens, et qui fait levier. Donc notre objectif, c'est de peser sur la décision au retour des vacances, d'obtenir des décisions... Dernier truc, avant de vous donner l'adresse, c'est Stéphane Hessel. Stéphane n'est plus là, mais avec sa fille, on va faire un petit bouquin parce que l'éditrice de Stéphane était très très favorable à ce projet. Et donc avec Anne Hessel, sa fille, et avec Jean Jouzel, on va faire un petit livre dans la même collection que le Indignez-vous, qui sortira début octobre. Et Stéphane disait qu'il ne faut jamais se décourager. Je me souviens de la dernière discussion avec Stéphane, quelques jours avant qu'il nous quitte, dans sa chambre. Il disait les gens se découragent, mais il faut leur rappeler qu'il y a des trucs qu'on pensait indépassables qui se sont effondrés parce que les citoyens l'ont décidé. On a connu l'apartheid et la fin de l'apartheid. On a connu le mur de Berlin et la fin du mur. C'est des gens comme vous et moi qui se retrouvaient, qui n'en pouvaient plus, qui sont mis en mouvement et ça donnait envie aux gens de se mettre en mouvement. Donc le site internet, c'est climat-2020.eu, climat-2020.eu. Et le collectif dans le département, c'est très original, c'est collectif 13@climat-2020.eu. Donc si vous voulez signer la pétition, vous êtes les bienvenus. Et si vous voulez vous dire, bon, Pierre, il parle trop vite, mais ça avait l'air intéressant, on va quand même lui donner un coup de main, vous vous engagez, collectif 13@climat-2020.eu. Voilà, merci. Puis vous pourrez probablement revoir la vidéo, vous la passez au ralenti, comme ça, et ce sera moins vite. Mais c'est avec plaisir. Mais on reste finalement sur une de mes phrases favorites, qui est une phrase de Mark Twain. Vous savez, il a dit, il ne savait pas que c'était impossible, c'est pour ça qu'il l'a réussi. Bonne soirée.